Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, nous allons parler d'un sujet trop peu abordé ces derniers temps dans les médias. Nous allons parler du travail, nous allons parler de la souffrance au travail, nous allons parler des opprimés, des détraqués, des gens malheureux, des damnés de la terre. Nous allons donc parler des prolétaires. Et pour ce faire, on va aborder la question de la souffrance et de l'aliénation au travail sous un angle un petit peu spécifique qui va être celui de la médecine, la médecine de la santé, la médecine du travail, la psychopathologie des troubles qui sont liés à la question du travail. Et comme c'est un sujet vaste et complexe, on va absolument pas le traiter à fond, on va simplement ouvrir un petit peu notre réflexion sur ces perspectives. Après tout, c'est un sujet qui a une importance d'un point de vue politique, puisque si les bons régimes politiques sont ceux qui garantissent au plus grand nombre de citoyens possible la possibilité de mener des vies bonnes, eh bien, il faudrait s'intéresser à ce qui empêche les gens de mener des vies bonnes, et là-dedans, on va rapidement tomber sur des questions qui sont liées aux activités où les êtres humains adultes passent l'essentiel de leur temps de vie éveillé, c'est-à-dire les activités de production, les activités liées au travail. L'ouvrage que je vais commenter est celui de Lise Guegnar, qui est donc une spécialiste de psychologie, psychodynamique du travail. Et donc elle a rassemblé un certain nombre d'interventions dans la presse, dans un petit livre publié en 2015 intitulé Chronique du travail aliéné. Donc c'est une psychologue qui a travaillé en clinique auprès de patients. Donc elle a fait partie du mouvement de la recherche finalement en France sur les questions liées aux troubles psychologiques et aux souffrances liées au travail. Elle a notamment fait une thèse avec Christophe Dejour, dont j'aurai sûrement l'occasion de vous reparler un de ces jours, qui est l'auteur du livre Souffrance en France, sur la façon dont les individus dans le processus contemporain de travail endogénéisent finalement leur situation et développent des stratégies, mais aussi des troubles psychiques pour répondre aux conditions qui leur sont faites dans le processus du travail. Donc je ne vais pas vraiment traiter la question d'un point de vue théorique ou même de l'histoire de ces champs disciplinaires, simplement Lise Guegnar s'inscrit dans ces courants-là de la recherche en sciences de la santé, pourrait-on dire, sciences médicales. Et la matière de son livre, elle est faite d'entretiens, en fait, c'est des notes d'entretien sur un certain nombre de patients qu'elle a suivis selon des méthodes qui sont détaillées dans le bouquin. Je vous passe un petit peu tout ce qui est théorique ou compliqué pour aller vraiment vers le matériau brut et ce que ça nous apprend en termes de faits. Simplement, avant de rentrer dans le contenu de ces entretiens, donc c'est des retranscriptions d'entretiens avec ces patients, il faut quand même noter que le public soigné en fait par Lise Guegnar est déjà un petit peu filtré et sélectionné socialement. C'est pas n'importe qui va se retrouver dans ces thérapies. Donc oui, alors elle indique dans son livre, il y a toute une réflexion finalement sur le public qui vient consulter, qu'elle reçoit des patients qui lui ont été envoyés par la médecine du travail, par des généralistes, des psychologues, des psychiatres ou des syndicalistes qui lui ont envoyé des gens pour s'inquiéter finalement et essayer de trouver des remèdes à l'état mental d'un certain nombre de travailleurs. Elle indique qu'elle a vu une majorité de cadres, de professions intermédiaires et très peu d'ouvriers. Aucun précaire, jamais d'esclaves du travail illégal, selon sa propre formule. C'est-à-dire que la population finalement qui est prise en charge par cette médecine cette médecine de l'esprit finalement, puisque c'est ça, les thérapies psychologiques de cet ordre, il y a tout un filtrage social. Ce ne sont pas les personnes les plus précaires, ce ne sont pas les personnes les plus pauvres, ce ne sont pas les personnes qui seraient peut-être les plus rebutées par le concept même de thérapie psychologique, parce que tu comprends, moi je suis très fort, j'ai pas besoin de ça. Il y a toutes sortes de dispositions des agents sociaux qui sont filtrés en amont, qui font que les personnes qui font des soins sur des gens qui sont, je dirais, aliénés au sens psychique, rendus folles ou rendus, en tout cas,
éloigné de ce qu'on considérait être un état normal et sain. Voilà, il y a tout un filtrage social qui fait que les couches sociales les plus précaires, les couches sociales les plus pauvres, ceux qui ne vont pas être repérés ou mis en avant ou conseillés par des syndicalistes ou dont les troubles ne seront pas considérés comme s'inscrivant dans ce qui est perçu comme étant voilà, un burn-out ou autre formule qu'on utiliserait voilà, pour une certaine population de salariés. Tous ces gens-là, ils risquent de passer sous les radars, donc elle a tout à fait conscience qu'il y a un biais social dans le type de personne dont elle va se trouver à s'occuper. Donc ça c'est un premier élément indiqué, mais j'ai trouvé que c'était aussi intéressant, et puis ça pourra faire un lien avec une vidéo précédente sur la sociologie des cadres. On avait déjà parlé un petit peu de la sociologie des cadres en France dans une vidéo précédente de la chaîne. Donc les témoignages qu'on va lire, ce sont essentiellement ceux de professions intellectuelles supérieures, des salariés d'encadrement, puisque c'est ça que ça veut dire historiquement les cadres, c'est des gens qui encadrent, donc qui ont des équipes, qui sont dans des positions de responsabilité dans une hiérarchie finalement du travail dans les entreprises, ou dans les administrations publiques pour ceux qui seraient dans les administrations publiques. Donc c'est beaucoup des cadres, et j'ai trouvé que c'était un point de vue intéressant, puisque les cadres sont un peu présentés comme ceux qui seraient justement préservés par les rapports de production, les rapports de travail, les moins abîmés, les moins touchés finalement par l'endogénisation de la souffrance au travail. Et en fait c'est pas ce que nous montrent les témoignages, ou en tout cas la sélection, avec tout ce que j'ai dit de biais dans la sélection des témoignages qu'on va lire. Donc ça nous montre aussi d'autres facettes, d'autres perspectives sur ce que c'est que la souffrance au travail, et en l'occurrence la souffrance psychique. Il n'y aura pas de réflexion particulière dans son livre, c'est l'une des limites certainement, il n'y aura pas de réflexion particulière où on aurait suivi un patient de A à Z en essayant d'expliquer sa situation, c'est pas de la sociologie, c'est pas une enquête sur comment vivent les gens, où on suivrait de A à Z le processus qui fait passer de certains rapports sociaux à certaines pathologies mentales. On a juste les conséquences. Ce qu'on va voir ce soir, c'est la fin du processus, la fin du film finalement, les gens quand ils sont déjà abîmés, quand ils sont déjà mal, quand ils sont chez le psy. Bon, je passe un peu sur ce qu'a dit de sa technique, des notes, le nombre de séances, etc. Voilà, tout ce qu'elle nous en dit dans les préfaces du bouquin, et on va se concentrer un petit peu sur les témoignages, qui me semblent assez parlants, et ils ont presque quelque chose de littéraire, quoi. C'est, si on avait trouvé ça dans un livre, on se serait dit, tiens, l'auteur avait beaucoup d'imagination, et pourtant, ce sont des témoignages réels, donc je les trouve intéressants en eux-mêmes. Et puis, encore une fois, pour ouvrir, et puis pour politiser un petit peu tout ça, parce qu'il y a évidemment une arrière-pensée politique dans le fait que je m'intéresse à un tel sujet. Si les bons régimes politiques sont ceux qui permettent aux gens de mener de bonnes vies, il faut s'intéresser à ce qui leur pourrit la vie et ce qui fait qu'ils n'ont pas de bonne vie. C'est un problème non seulement éthique mais aussi politique. Il faut s'intéresser à la qualité du travail ou à la mauvaise qualité des processus de travail. Il faut politiser ces sujets-là, en particulier lorsque on est engagé à gauche, puisque la gauche se bat pour l'émancipation des travailleurs. Et ce sont des sujets qui sont quand même très absents des principaux médias. Vous aurez remarqué en France que depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron en 2017, on n'a par exemple plus jamais quasiment d'annonces dans les grands médias nationaux, dans les JT, sur par exemple les chiffres du chômage. Et je me souviens un petit peu quand même de l'époque précédente, je suis assez vieux pour avoir ce recul-là, encore du temps de François Hollande, encore vers 2012-2013, régulièrement, quand même, on avait le chiffre mensuel du chômage, on commandait le nombre de chômage. Alors on s'inquiétait pas trop de comment les gens vivent le travail, le problème c'était plutôt de leur en trouver déjà. Bon, il y avait des commentaires sur les chiffres du chômage, là on atteint le stade suivant, c'est-à-dire qu'on ne commande plus les chiffres du chômage, et c'est pas parce qu'ils sont devenus brillants et qu'on a atteint le plein emploi, c'est parce que c'est totalement exclu de la sphère des sujets discutables dans les grands médias français, et et ça s'explique en partie par le fait que une partie de ces médias sont possédés par des gens qui n'ont pas forcément envie de braquer le projecteur sur la souffrance des salariés. Ils ont peut-être d'autres préoccupations. Ceux qui possèdent les journaux, ceux qui possèdent les chaînes de télévision, ceux qui finalement exercent une forme de présélection sur les carrières des journalistes. Bref, donc il faut contrer toute cette presse bourgeoise et politiser le travail. Premier point de vue, Stéphanie, opératrice téléphonique.
Alors où est-ce que c'est dans la hiérarchie des cadres ou des professions intellectuelles intermédiaires? Bon, à voir. Hein. Témoignage de Stéphanie. J'ai été victime de maltraitance. J'ai eu un gros problème avec une cliente. J'ai même dû en parler avec mon superviseur. Elle voulait un étalement de paiement et ce n'est pas possible. Ils veulent tout. Elle avait 500 € à payer. C'est de l'incivilité. J'en ai marre d'être victime des clients au téléphone, de leur violence. Elle n'avait pas reçu ses factures, on les avait envoyées à son ancienne adresse, si bien qu'elle a tout reçu à la fois, quand elle a signalé qu'elle ne recevait plus rien. D'accord, c'est la boîte qui est en faute, mais je ne peux pas lui étaler ses paiements, vu qu'elle refuse la mensualisation. Évidemment, la mensualisation, c'est une arnaque. C'est un prêt à taux zéro pour nous. On les fait surpayer à l'avance et on les rembourse en fin d'année. Ça nous fait de la trésorerie. En fait, j'ai fini par lui accorder l'étalement des paiements, qui était pas possible dans le paragraphe précédent, hein, soit dit en passant. Hein. En fait, j'ai fini par lui accorder l'étalement des paiements, mais j'ai dû en parler au superviseur, et c'est mauvais pour ma notation. C'est mauvais de parler aux gens qui sont au-dessus de nous qu'on a des problèmes. Ils nous ont mis un panier de basket dans la salle de repos. À chaque fois qu'on vend un produit, il faut mettre une petite balle de ping-pong de couleur dans le filet. Rose pour un prélèvement automatique, verte pour une mensualisation, jaune pour un diagnostic. Enfin bref, ils veulent une couleur dominante et en ce moment c'est le vert. Si on remplit le papier, on a des bonbons. C'est un peu enfantin, mais bon, on rigole. Et celui qui en met le plus gagne une cravate à Carrefour ou un DVD. C'est sympa. Une fois, on a fait un concours entre les plateaux téléphoniques de toute la France. Plus on vendait de produits, plus on avait de points. Les meilleurs ont gagné un voyage à Euro Disney. Tous ensemble. Un dimanche, quand même, on ne peut pas tout avoir. Les victoires des combattants de la productivité dans les entreprises. En ce moment, on a un peu peur qu'ils délocalisent les plateaux, on ne sait pas trop où, dans la Creuse ou au Sénégal. Personne n'en saurait rien de toute façon. C'est comme les installateurs ou la maintenance, on ne les voit plus, c'est sous-traité. Alors évidemment, il y a des bugs. Les clients se plaignent souvent des erreurs, des malfaçons. De toute manière, les gens sont de plus en plus difficiles. Ils s'énervent vite, le ton monte. Heureusement, j'ai fait un stage de gestion des agressions. Ça aide. On apprend à les manipuler. Mais il y en a qui sont de plus en plus violents. C'est dur, comme boulot. Mais quand on a du travail, il faut déjà être content. Témoignage de Chantal, chef d'une agence bancaire. Je suis chef d'agence, mais ils veulent me faire changer de poste avec baisse de responsabilité. Ils veulent me mettre attaché commercial pour me rapprocher de chez moi, entre guillemets. J'ai reçu ça comme une gifle. Tout ça au téléphone. C'est une vraie perte de responsabilité. En tant que directrice d'agence, vous avez affaire à des chiffres et à des tableaux et un peu de management. Ça fait 30 ans que je suis dans la boîte. Je reçois aussi des clients parfois. Mais ça va. Je ne prends que les clients aisés qui ont des soucis de patrimoine. Je sais ce que je vais leur vendre. Ils ont un bon taux de rentabilité pour la boîte. Tandis qu'attaché commercial, c'est dur. Avant le client, on pouvait le voir plusieurs fois pour un prêt, par exemple. Maintenant, c'est une fois. C'est simple, les objectifs, c'est 5 rendez-vous par jour, avec 3 ventes de produits par client. C'est infaisable. Déjà, humainement parlant. Les crédits revolving, les assurances vie. En 2 ans, ils sont ratatinés, signalés à la Banque de France. Et puis, il faut déjà les obtenir, les rendez-vous. Il faut faire du phoning, regarder le fichier client et repérer qui vaut le coup, qui se laissera faire. Et se faire envoyer balader.
À 20h, on cueille les gens chez eux, il y en a qui n'apprécient pas. Et effectivement, je ferais partie des gens qui pourraient devenir violents, verbalement, à défaut de pouvoir prendre les armes et d'aller abattre les gens qui me dérangent au téléphone pour me vendre des trucs que j'ai pas demandé. Mais bon, il faut faire tourner le capitalisme. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas de chance comme chef d'agence. Je n'arrive pas à avoir des attachés commerciaux qui tiennent le coup. Ils n'ont jamais pu me faire leurs chiffres. J'en ai même un qui a fait un infarctus devant tout le monde, il faut voir. Un autre, il subissait les clients. Des yeux sinistres. Il arrivait déjà en sueur le matin. Évidemment, il ne vendait rien. Alors il achetait lui-même les produits pour faire son chiffre. Il y en a beaucoup qui font ça. J'espère que cette boîte a coulé depuis. Les gens, ils achètent le truc qu'ils doivent te vendre, avec le salaire que tu leur verses. Mais c'est rationnel, c'est le marché, c'est totalement rationnel, t'inquiète pas. On ferme les yeux parce que, au fond, c'est vendu quand même. Et puis après tout, il y a des aides pour le surendettement. Personne ne tient ses objectifs. Ils veulent me dégrader à cause de ça. Mais ce n'est pas de ma faute, s'ils ne m'envoient que des branques. Comment ils veulent que je remplisse les objectifs de la banque avec ces abrutis? Toujours 52, 54 ans, ils n'ont pas de punch. Et c'est pas 60 ans qu'ils en auront plus, donc réforme des retraites, pour les garder plus longtemps. Ou pas. Passons maintenant à Raymond. Raymond est gestionnaire de stock. On apprend aussi des métiers. C'est ça qui est intéressant avec ce livre. On apprend des métiers qu'on ne connaissait pas. Gestionnaire de stock. Raymond. J'ai des migraines. Je ne dors plus. Ou très mal. J'ai des nausées. Mon médecin m'a fait passer une IRM, des Dopplers, mais je n'ai rien. Je suis épuisé. Je travaille dans un bureau, devant un ordinateur sans lumière du jour. On est entassé. On doit déménager depuis longtemps, mais l'entreprise n'est pas très en forme. Il y a des tiraillements. Début juin, le médecin du travail m'a dit de m'arrêter. Je ne m'étais jamais arrêté. À mon poste, c'est trop délicat. À mon retour, ma responsable a changé de comportement. Elle envoie des mails sans arrêt avec ma charte de travail en pièces jointes. Elle est tout le temps de mauvaise humeur. Elle parle n'importe comment. Mon médecin du travail m'a envoyé voir un expert en harcèlement moral. Il m'a dit qu'il fallait que je supporte tant que je pouvais. Je suis revenu à mon travail. J'ai continué à composer, mais il y a des moments où je m'enfonce. Il y a quelques années, j'allais volontiers au travail. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout convaincu. J'essaie de réagir, mais parfois je suis à bout. J'ai 52 ans. Je suis dans une entreprise théoriquement sur le point d'être vendu. Ça fait des mois que ça dure. On baisse les effectifs, on embauche des intérimaires, on fait partir en pré-retraite. Pré-retraite. Moi, pour l'instant, on ne m'a rien demandé. Je travaille à l'approvisionnement. Un matin, ma responsable me dit « L'usine est bloquée, il n'y a plus telle pièce. » Ils ne connaissaient pas le problème jusque-là. 2 semaines avant, je les avais informés que je n'arriverais pas à faire ce travail, vu l'augmentation de la charge. Ils avaient tout modifié pour réduire les stocks. Il y avait en plus l'absence d'un collègue, alors que la production a été multipliée par 2 en 1 an. J'ai quand même arrangé ça. Il n'y a pas eu de cata. Ça ne les a pas empêchés de m'envoyer des mails disant que je n'avais pas fait mon travail et tout ça. J'ai rédigé une réponse circonstanciée et puis je ne l'ai pas envoyée. Ici, les licenciements n'ont pas cessé depuis 10 ans, sauf pendant 5 ans où on a eu un directeur qui connaissait le métier. Autrement, on a des directeurs de passage. Actuellement, je pars au plus pressé et je ne fais pas tout. Mais j'ai de plus en plus de travail pour ajuster les stocks à la semaine. Les commerciaux vendent et promettent des délais très courts. Et moi derrière, je maltraite les fournisseurs. On les mène par le bout du nez. Il y a 3 semaines, la responsable du magasin a fait une tentative de suicide dans mon bureau. C'est sûr, on a réduit les délais de fabrication de moitié. C'est impossible pour elle. À côté de ça, une armoire a flambé chez un client parce qu'on avait monté la batterie à l'envers. Les intérimaires sont de plus en plus jeunes, on ne les connaît pas. Ils ont même réduit les effectifs chez les contremaîtres. On va dans le mur.
Passons maintenant à Marie-Rose, vendeuse de prestations intellectuelles. C'est un métier apparemment. Marie-Rose, vendeuse de prestations intellectuelles. J'ai un fort sentiment d'injustice. C'est une structure dans laquelle je suis entré il y a 4 ans. Je me suis investi plus. Et puis il y a eu des transformations, des licenciements comme des tsunamis. J'ai été sélectionné pour rester. Il s'agit d'une société de services informatiques. Nous vendons de la prestation intellectuelle informatique. Je fais l'interface entre les clients et du personnel établissement. Magnifique langage du managériat. Les régimes totalitaires en ont rêvé, le management l'a fait. Donc je fais l'interface entre les clients et du personnel établissement. Mais j'ai aussi des indépendants et des sous-traitants. Il faut que je leur vende un type, un piou-piou qui fait du développement informatique 200 jours par an. On fait de la régie. Je vends une personne qui restera 1 an ou 2. Moi avant, je montais des projets, on faisait des réunions, des suivis. En réalité, c'est devenu du management de bétail, de la boucherie en gros. Nous sommes des vendeurs de viande. Celui-là nous coûte tant, il faut qu'il nous ramène tant, sinon je le vire. Collaborateur et consultant, j'en fais le commerce pour mes clients. Je me suis investi à fond, ça faisait partie du jeu, mais il y a eu des transformations, des fusions, des licenciements. C'est devenu un métier de boucher. Tous les gens qui m'ont embauché ont disparu. Sur 18 commerciaux, je fais figure de vieille. La boîte ne ressemble plus à ce qu'elle était. Il y a eu plusieurs entités en compétition, tout le monde a fusionné, mais brutalement. Il y a eu 20 départs en 2 ans. Une armée mexicaine a morpionné la structure. Pendant 3 mois, c'était des fantômes, ils ne se présentaient pas. On les rencontrait dans les couloirs. En fait, il y avait le packaging complet. L'un d'eux est devenu directeur commercial, 2 autres chefs de communication et une assistante. Ils sont venus pour tout dévaster. Ouvrez les guillemets. On va vous mettre au pas, vous montrer comment il faut bosser. Tout le nettoyage, entre guillemets, a été fait. Ils sont arrivés par le siège. Le nouveau directeur a fait place nette. On travaille en méfiance. Il traite les gens comme des juniors. Et tout ça avec le sourire. Il nous a transformés en petits robots monotâches. Notre emploi s'est amenuisé. Je sais faire des animations formation, mais je n'en fais plus. Je place des gens, c'est tout. Avant, j'avais des moyens que je n'ai plus. Je faisais des visites dans les boîtes, on déjeunait. C'était un suivi humain, professionnel et commercial. On sentait, entre guillemets, l'entreprise. Il a fallu arrêter. Arrêter les visites dans les boîtes, arrêter les déjeuners qui étaient humains et professionnels. Quand j'ai été sélectionné pour intégrer la nouvelle structure, j'ai progressé dans mon chiffre d'affaires. Je l'ai multiplié par 2. Ils avaient intégré mes primes dans mon salaire. C'était a priori positif pour moi. A priori. Mais en fait, je n'ai jamais eu mon véhicule de fonction. Il n'y avait rien d'écrit. Il y a eu la transformation du mode de travail, du ton aussi. Ils m'ont déménagé dans d'autres locaux tout petits. L'armée mexicaine, elle a de beaux bureaux. Ils ont placé leurs gens. Mes moyens n'étaient plus les mêmes. Je me suis désengagé. Mes chiffres ont baissé. Je tire le chiffre d'affaires vers le bas, entre guillemets. Maintenant, ils m'envoient des propositions de départ. Je vais me faire virer comme les autres. Ils nous ont laminés, broyés. Ils nous prennent pour des merdes. Il y en a qui ne s'en sont jamais remis. Passons maintenant au témoignage de Yacine. Yacine, il exerce le beau métier de calculateur en charpente métallique. Ce que j'aurais tendance à classer dans la catégorie ingénieur, mais bon. Yacine, calculateur en charpente métallique. Ça fait 5 ans que je travaille là, et ça se dégrade de jour en jour. J'ai fait des études de projet industriel. Je suis une pièce importante de la société. Magnifique phrase, hein. Je suis une pièce importante de la société.
Je fais le prédimensionnement, je réponds aux avant-projets, je fais les détails d'assemblage, je donne une note complète au dessinateur, etc. Il faut imaginer aussi la psy auquel on raconte tout ça, qui connaît probablement très mal les métiers en question, tellement ils sont divers. Mais bon. Bref. Nanana. La première année, ça allait. C'est l'année dernière le pire. Je suis le seul calculateur. Le seul calculateur en charpente métallique. Tout passe par moi. Si ça ne fournit pas de mon côté, ça coince. Il faut travailler rapidement et bien, mais on ne peut pas tout faire. Répondre aux architectes, suivre les dessinateurs. C'est un peu la folie, je suis débordé. Moralement, c'est dur. J'ai poussé une crise, j'ai engueulé le fils du patron. C'est venu d'un coup. Ça fait peur. Les charpentes métalliques, c'est une grosse responsabilité. Et oui, qu'est-ce qu'elles vont supporter, toutes ces charpentes métalliques? Toutes les maisons, toutes les constructions, peut-être les bateaux. Hein. Où est-ce qu'elles vont aller, ces charpentes métalliques? Les charpentes métalliques, c'est une grosse responsabilité. Les années 1990 sont les pires en matière de construction métallique. On a eu des concurrents. Il a fallu réduire les prix sur les salaires des ouvriers, des dessinateurs. On essaie encore de gratter au maximum sur les profilés. Il faut qu'ils travaillent au maximum des contraintes. Mais ça peut devenir grave. C'est des gens qui viennent dedans. On pense à la passerelle du Queen Mary, au nombre de morts, à l'effondrement du terminal de Roissy. Le soir, même la nuit, quand on dort, on vérifie dans notre tête. Et oui, le travail ne s'arrête pas, même la nuit. Le travail continue, on est happé par le travail. On est soucieux. On ne communique plus avec les enfants et la femme. On notera la tournure impersonnelle. Hein. Il n'ose pas dire « je ne communique plus avec mes enfants et ma femme ». C'est « on hein, ». C'est les gens... Hein. On ne communique plus avec les enfants et la femme. À longueur d'année. Dans les années 70, c'était différent. Il y avait du travail et moins de concurrents. Et puis j'étais jeune. En plus, je ne vois pas la fabrication. Il paraît qu'il y a des malfaçons, des attaches fissurées. Les monteurs se posent la question, ouvrez les guillemets, comment ça va tenir? Mais ils les posent quand même, de force. C'est grave pour le métier. Des fois, on récupère la situation, et des fois on laisse passer, et on se dit, entre guillemets, pourvu que ça tienne. Pourvu que ça tienne. On bidouille tous. Les contrôleurs doivent passer. Ils ne passent pas toujours depuis les normes NF. Ça ne me rassure pas quand ils passent. Ce sont des jeunes, ils ne connaissent pas grand-chose. Ils ont peur, eux aussi. Le pire dans tout ça, c'est que les patrons ne respectent pas les gens. Ils veulent faire de l'argent par tous les moyens. Pour moi, ils n'ont pas le choix. Ils doivent me garder. Même pendant un arrêt de travail, ils m'appellent au téléphone. Des fois, j'ai honte, ils achètent de la ferraille. C'est pas beau à voir. On a 3 secrétaires qui sont passées. Elles démissionnent régulièrement. D'ailleurs, tout le monde démissionne. Partout, dans les ateliers, les dessinateurs. Moi, je reste à cause de la famille. Le pire, c'est leur manière de se comporter avec les ouvriers et les dessinateurs. Ils essaient de mettre la pression. Par ici, toutes les sociétés ont coulé. L'acier a augmenté depuis 1 an. Un dessinateur était parti à la concurrence. Mais comme ils ont coulé, il faut travailler continuellement à fond. On est sur 4 ou 5 projets à la fois. Les dossiers s'accumulent, il y a les dates et ils ne veulent rien savoir. Ils ont déposé une annonce à l'agence pour l'emploi pour me faire seconder. Mais quand je vois le salaire qu'ils proposent, travailler chez nous, c'est honteux. C'est les patrons qui s'enrichissent, point d'exclamation. Ils ne travaillent pas. Des belles voitures, des belles maisons sur le dos de la société. On a envie d'arrêter. C'est toujours on, c'est jamais je. Parce qu'il y a la famille. On a envie d'arrêter. Ils comptent tout, même les mines de crayons. Les monteurs n'ont pas le matériel. Le nouveau chargé d'affaires est arrivé il y a 4 mois et il est déjà en arrêt maladie. Le chef d'atelier va partir. Ils se sont engueulés plusieurs fois. Il est sous pression. Il voit vraiment lui. Il faut leur sortir du bâtiment, entre guillemets.
On en rigole entre nous. On se dit, on s'apportera des oranges, entre guillemets, quand on laisse passer des trucs. Parce qu'on se dit qu'on va finir en tôle. Les gens qui ont des crédits ne veulent pas parler. Il y a 2 postes de dessinateurs vacants. Ils sont partis. On a peur quand il y a du vent ou de la neige sur nos constructions. On va souvent au tribunal. Je m'entends bien avec les dessinateurs, mais ils attendent après moi. Ils ont besoin de ces notes pour commencer leur dessin. Je leur donne plus vite, mais c'est moins bien fait. Et après, je suis tout le temps dérangé, parce que mes notes ne sont pas complètes. Ça fait 8 ans que je suis dans cette boîte. Là où j'étais avant, c'était planifié, on était 3 ou 4, mais le patron nous a licenciés à la suite d'une tempête qui a fait effondrer un bâtiment industriel. L'eau a stagné et tout le monde a pris. Le monteur, nous, l'architecte. Il n'y a pas eu de mort, c'était la nuit. Le patron, en fait, il a dû tout récupérer, et puis nous, dehors. Là, c'est pire, comme ils prennent les gens de haut. J'ai peur de devenir carrément violent. J'ai peur de devenir carrément violent, surtout contre le fils du patron. Ça risque de mal finir. Je vois trop de trucs. Ça risquerait de faire boum. Ou alors je vais partir du jour au lendemain. Mais comment faire à cause de la famille ? C'est la rancœur. Je suis déçu, surtout de leur manière de se comporter avec les autres. Ça me dégoûte. J'ai peur de m'engueuler avec le fils, de me laisser emporter. J'encaisse, et puis ça fait cocotte minute. Ça lâche. Ils profitent des gens, de leur gentillesse, de leur faiblesse. Ils envoient les employés plus bas. Ils ont le pouvoir. Et voir comme ça des anciens qui ne répondent pas, et on n'est jamais qu'à la page 40 du livre de Lise Guénard, qui en fait 175, et qui n'est qu'un aperçu, un tout petit aperçu, une fenêtre à peine ouverte, une fenêtre entrouverte, sur les mots MAUX du monde du travail, sur la société française d'aujourd'hui. Comment ça va tenir ? C'est aussi la question qu'on peut se poser, pas seulement pour les charpentes métalliques, mais aussi politiquement. Comment ça va tenir ?